Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Alicia Deloin-Mazoyer, je travaille à la direction des déchets de Mâconnais Beaujolais Agglomération. Je suis responsable de la cellule accompagnement au changement. Je suis sur ce poste depuis début 2021, donc ça fait 3 ans et demi. Et donc mon équipe a pour vocation de traiter tout ce qui est sensibilisation à la réduction des déchets, au tri des déchets, et puis aussi et de développer tout ce qui est compostage de proximité. Voilà. Et donc dans mon équipe, j'ai 5 personnes depuis tout récemment. Et il y a 3 ans et demi, j'avais dans mon équipe 2 personnes. Donc c'est une belle évolution. Voilà. Quelle est la stratégie de prévention des déchets du Mâconnais Beaujolais Agglomération? Alors oui, il y a toujours eu, si je remonte un petit peu dans l'historique, il y a toujours eu des actions de prévention. Donc à l'heure actuelle, nous sommes une agglomération. Avant, c'était une Comcom, et encore avant, c'était un SICTOM. À l'époque du SICTOM, il y a eu un PLP qui a été porté, donc un programme local de prévention. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et qui avait défini, alors à l'époque, je crois qu'il y avait une quinzaine d'actions, qui étaient portées dans le domaine de la prévention. Ensuite, les changements d'équipe et la réorganisation, etc., de la collectivité ont fait que il y avait moins de moyens, malheureusement, sur la prévention, mais il y avait toujours des activités qui continuaient. Et puis là, avec la fusion de 2 collectivités pour donner l'agglomération, le champ de la prévention a pris un peu plus d'ampleur, surtout là depuis ces 3 dernières années. Donc dans les actions qui ont toujours été présentes, qui ont toujours été portées par la collectivité, on a en premier tout ce qui est réduction des déchets verts et puis compostage de proximité. Là, vraiment, on peut dire qu'on a 10 ans d'historique là-dessus. Et puis après, tout ce qui était réduction des déchets avec des animations à destination d'un public scolaire. Et aussi autour du réemploi avec un événement annuel qui, pareil, a 10 ans d'existence, donc qui on va dire qui est assez historique sur le territoire, quoi. Et là, à l'heure actuelle, on est dans la réécriture d'un PLPDMA. On est dans la phase de finalisation, donc on devrait le faire adopter d'ici la fin d'année. On a déjà défini nos 5 axes stratégiques sur lesquels on souhaite travailler. Donc, il y a un volet sur tout ce qui est biodéchets, un volet sur le réemploi, un volet sur l'éco-exemplarité de la collectivité et des communes, un volet sur l'accompagnement des professionnels à la réduction des déchets, et puis un volet transversal sur la communication et la sensibilisation au sens large. Peux-tu nous dire en quoi consiste l'opération Seconde Vie? C'est l'opération Seconde Vie. Donc il existe depuis 10 ans. Je crois que la première fois, ça devait être 2013. Il dure 4 jours et il a évolué au fil des années. Donc à la base, cet événement a été créé en partenariat avec la ressourcerie, donc qui est présente sur notre territoire et qui est portée par l'association Le Pont. L'idée, c'était de dépoussiérer un petit peu l'image du réemploi et de la ressourcerie, de montrer que d'acheter des choses de seconde main, c'était pas juste pour des personnes qui avaient moins de moyens financiers, mais que c'était aussi une autre façon de consommer. À l'époque, l'idée, c'était aussi de montrer que avec du détournement d'objets, on pouvait faire des créations artistiques. Donc il y avait des artistes qui avaient été associés à cet événement. Donc pendant ces 4 jours, il y avait une exposition vente de la ressourcerie, de mobilier, de vêtements de seconde main, et aussi une exposition d'artistes qui faisaient du détournement d'objets.
Ça a fonctionné comme ça à peu près pendant 5-6 ans. Et puis sur les dernières années, les artistes, on va dire, ils trouvaient moins leur compte. Du coup, c'était un peu plus compliqué d'en trouver. Et moi, avant que j'arrive, ma collègue avait essayé déjà d'orienter le salon vers des ateliers pratiques. Donc, elle proposait des ateliers pratiques aux visiteurs pour consommer autrement, donc faire soi-même ses produits ménagers, etc. Et on a repris, nous, du coup, il y a 3 ans maintenant, cette idée. Donc on a toujours ce partenariat avec la ressourcerie, et pendant 4 jours, on choisit des exposants, donc soit des associations locales, soit des artisans locaux qui travaillent dans le domaine du réemploi ou alors de la consommation responsable. Donc notre idée, c'est vraiment de mettre en avant une autre façon de consommer, de changer ses habitudes du quotidien. Et puis on développe des ateliers pratiques, donc des ateliers gratuits qu'on propose pendant ces 4 jours. Alors évidemment, notre première cible, c'est le scolaire. On leur envoie un programme à l'avance et ils peuvent s'inscrire, mais aussi c'est le grand public, les adultes, voilà. Donc c'est un événement général où on a en moyenne 1000 visiteurs. L'année dernière, on en a eu 1200. Et puis, on a eu 300 personnes qui ont pu bénéficier d'ateliers, donc d'ateliers pratiques, et qui sont repartis du coup chez eux avec soit un produit cosmétique, un produit ménager, un objet de déco fabriqué avec de la seconde main, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et on est très contents parce que ça marche très bien, vraiment. Voilà. C'est une fois par an sur Mâcon. On a un partenariat donc avec la ville de Mâcon qui nous soutient aussi, qui nous met à disposition un lieu gratuitement. Et puis on a en général une dizaine d'exposants, voilà, une dizaine d'associations, d'artisans qui s'impliquent pendant ces 4 jours. Quel est le rôle de l'association Le Pont dans cette opération? Donc dans l'événement, en fait, on crée l'événement avec l'association Le Pont. Donc voilà, en amont, on choisit avec eux le thème, parce que du coup, ils vont mettre de côté effectivement des objets en fonction du thème qu'on a sélectionné. Donc par exemple, cette année, là, on va travailler sur les fêtes zéro déchet. Donc on va aborder les anniversaires, les mariages, les fêtes de fin d'année, comment faire une fête éco-responsable. Donc ils sélectionnent effectivement tout un tas d'objets, de vêtements en lien avec la thématique. Et puis ils participent aussi aux réunions préparatoires où là on invite les nouveaux exposants. Quelle est la place des artisans et artistes dans cet événement? Cette année, on a pas mal de nouveaux artisans. Alors c'est plus des artisans que des artistes. Voilà. Après, dans nos artisans, on a des créateurs et des créatrices. Donc voilà, on a des bijoux, on a de la poterie, on a une savonnière, on a des couturières. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est avec des bouchons de liège. Donc voilà. Et effectivement, le côté artistique ou artisanal, ça permet aussi d'apporter une dimension esthétique à tout ça en fait. Et oui, avec du réemploi, avec de la seconde main, on peut faire aussi du beau, quoi. Cette année, c'est ce qu'on montre aussi à travers les ateliers qu'on propose. Donc cette année, dans mon équipe, il y a une nouvelle personne qui est arrivée et voilà, qui a eu une formation vraiment artistique et qui déjà là prépare plein de choses, crée plein de choses avec juste des vieux livres, des bouts de ficelle qu'elle a récupérés ou des câbles métalliques. Et voilà, donc l'idée aussi, c'est de montrer qu'on peut créer, décorer avec de la seconde main ou des choses qu'on pensait jeter et qui en fait au final, une fois mises en valeur, transformées, donnent complètement autre chose, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le réseau des ressourceries Sud Bourgogne? Alors le réseau Sud Bourgogne des ressourceries, je l'ai découvert à mon arrivée dans ce poste, je le connaissais pas.
Donc il a été créé en 2010. Alors si je ne veux pas dire de bêtises sur l'historique, c'était impulsé par le conseil départemental, le conseil général à l'époque, qui a souhaité un petit peu fédérer des acteurs du réemploi, donc de l'économie sociale et solidaire, et des collectivités. Donc le réseau, il est composé de 4 collectivités membres et de deux acteurs du réemploi. Donc à l'heure actuelle, dans les collectivités, il y a bien sûr Mâconnais Beaujolais Agglomération, il y a le CIRTOM de la vallée de la Grosne, il y a la communauté de communes Entre-Saône-et-Grosne, et il y a la communauté de communes du Mâconnais Tournujois. Et donc dans les acteurs du réemploi, on a l'association Le Pont et Économie Solidarité Partage, donc qui est basée sur Tournu. Donc l'idée de ce réseau, en fait, c'était un petit peu d'impulser un peu d'augmenter la visibilité du réemploi sur ces 4 territoires. Donc il y a un gros travail qui a été fait à l'époque au niveau de la communication, des visuels. Donc on a tous les mêmes visuels, comme ça les usagers qui se déplacent d'un territoire à l'autre ont les mêmes repères. Donc il y a une charte graphique qui a été créée pour les ressourceries, donc une plaquette. Il y a eu le financement du coup de caissons maritimes qui ont été placés dans les déchetteries, donc pour faciliter le détournement d'objets pour les acteurs du réemploi. Et puis après, l'idée aussi, c'était de mettre en lumière toutes les actions de sensibilisation qui sont faites toute l'année, donc sur chaque territoire, et pourquoi pas, quand c'est possible, parce que c'est difficile de trouver du temps en commun, quand c'est possible, de mutualiser une action commune autour de la sensibilisation. Et puis aussi, l'idée, c'est de partager aussi, nous, entre techniciens, donc entre techniciens des collectivités et puis entre techniciens des associations, de partager nos difficultés sur l'année, ou au contraire nos bonnes idées, de mutualiser en fait tout ça. Voilà, et puis d'avoir une idée, une vision un peu plus large de ce qui se passe sur notre 4 territoires. Donc chaque année, on se retrouve donc une fois par an. On se réunit en comité technique. Donc là, on a vraiment que les techniciens qui se réunissent et on parle un petit peu. On fait le bilan de l'année écoulée et on parle de nos projets à venir. Et après, on a un comité de pilotage où là, du coup, on ajoute bien sûr nos directeurs et nos élus référents. Voilà. Ça a permis aussi, ce réseau, il permet aussi de soutenir, de soutenir les acteurs du réemploi. Donc chaque collectivité soutient l'acteur avec lequel il travaille. Ça a permis aussi d'unifier, de simplifier les conventions de partenariat. Donc on a une convention cadre où là on est tous signataires. Et après, chaque collectivité a une convention individuelle avec son acteur du réemploi. Mais du coup, ça a permis de simplifier la rédaction de ces documents. On a la trame. C'est du travail collaboratif. C'était l'intérêt aussi. Et après, donc chaque collectivité définit son mode de soutien, parce que dans les 4 collectivités, on n'a pas la même taille, on n'a pas la même dimension, on n'a pas les mêmes moyens forcément. Et donc après, chaque collectivité définit le soutien financier qu'il souhaite apporter à l'acteur du réemploi. Comment fonctionne ce réseau? Est-ce que vous organisez des comités techniques ou des comités de pilotage? Alors ce COPIL-SOCOTEC, du coup, chaque année, il est porté par une collectivité. Donc c'est tournant. Voilà, donc une année sur 4, on sait qu'on est en charge d'organiser ça. Après, sur le reste de l'année, le fait que ce réseau existe, déjà, ça facilite les échanges. Voilà, moi, je sais que je peux contacter mes pairs sur les autres collectivités. Les associations également, elles peuvent aussi se contacter en direct, échanger sur leurs difficultés ou au contraire partager des succès. Voilà,
Enfin, moi, en tout cas, quand je suis arrivée là, moi, que je trouvais un sympa dans ce réseau, c'est que voilà, ça m'a facilité tout de suite la compréhension du monde du réemploi sur la zone, enfin sur cette zone géographique, et puis aussi d'avoir les contacts tout de suite de personnes qui pouvaient m'aider à développer des projets ou un carnet d'adresses, voilà, toutes ces choses-là. Et comment se fait le détournement d'objets vers les ressourceries? Du coup, donc sur les déchetteries, les associations sont présentes. Donc, et là, du coup, on a anticipé pour le coup la loi AGEC, parce que la loi AGEC dit que les collectivités doivent permettre la présence d'un acteur de l'économie sociale et solidaire sur leur déchetterie. Nous, c'était déjà le cas. Donc, effectivement, les associations ont accès à nos déchetteries, donc via ce conteneur maritime. Alors quand c'est possible, parce qu'il y a aussi la faisabilité technique, voilà, nous alors là je parle pour MBA, on a 6 déchetteries et pour l'instant on a 4 containers maritimes sur 4 déchetteries. Il y en a une où du coup l'association est présente mais juste avec leur camion. Et on pourra pas mettre de container maritime parce que la déchetterie est trop petite. Donc voilà, on a quand même trouvé cette solution-là. Et la 6e déchetterie, ils sont aussi présents avec leur camion, mais là on a de la place pour mettre un container maritime et c'est quelque chose qui a pas encore été mis en place, mais qui sera mis en place prochainement. Voilà. Et pour les autres collectivités, logiquement, c'est le même principe. Alors, je peux pas vous dire, je sais pas si ça a changé depuis, voilà. Mais du coup, l'association, le partenaire de l'ESS est présent. Donc, il y a toute une signalétique qui explique que l'usager qui se présente en déchetterie peut s'adresser à donc on appelle des valoristes, donc peut s'adresser à un valoriste pour déposer ses objets plutôt que de les jeter. Si l'usager ne va pas de lui-même vers le valoriste, c'est le valoriste qui va à la rencontre des usagers. Donc ils sont formés pour ça, ils sont formés par l'association. Les valoristes sont présents et ça dépend, donc c'est spécifique à chaque collectivité du coup parce qu'en plus on n'a pas les mêmes amplitudes d'ouverture de déchetterie. Nous pour MBA c'est spécifié sur donc sur la convention individuelle qu'on a avec l'association Le Pont. Donc on définit ensemble effectivement un planning de présence. Sur les plus grosses déchetteries, ils sont présents toutes les matinées. Donc du lundi au samedi. Sur les plus petites, ils sont présents et là où on a moins d'amplitude d'ouverture, ils doivent être présents au minimum une demi-journée. Donc voilà, on a fixé un seuil minimum parce que aussi les valoristes des associations, leur nombre fluctue en fonction des embauches. Voilà, faut pas oublier qu'ils sont dans la réinsertion par l'activité économique. Donc c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc il y a tout un accompagnement qui doit se faire. Et c'est pas un salarié lambda qui est forcément présent tous les jours. Donc il y a aussi cette adaptabilité que nous on doit prendre en compte, et que nos gardiens de déchetterie doivent prendre en compte. Voilà, au niveau de la présence. Quelles activités de formation sont prévues dans le cadre de cette initiative? Pour que nos gardiens de déchetterie comprennent un petit peu le quotidien de l'association et puis que les valoristes comprennent aussi le quotidien de nos agents de déchetterie. Donc dans la convention cadre, il est prévu de la formation. Donc logiquement, la collectivité et l'association doivent organiser des sessions de formation entre valoristes et agents de déchetterie, donc pour qui connaissent mieux les métiers des uns et des autres, pour faciliter aussi la prise de contact. Ils doivent se côtoyer quasiment tous les jours, voilà, c'est pas évident. Nous, nos gardiens ont leurs habitudes, les valoristes, ils découvrent, voilà. Donc nous, avec MBA, on a relancé un peu cette formation en 2022 avec l'association Le Pont. Donc et on s'est dit, alors c'est pareil, on peut
on peut pas tenir un rythme de faire une formation tous les ans. Ça rentre pas au niveau de la charge de travail. Par contre, on s'est dit que tous les 2 ans, c'était bien. Donc là, on a fait fin 2022 et là, on est en train de prévoir celle pour fin 2024. Voilà, donc on repart à peu près sur les mêmes bases de la formation de 2022. On construit le programme d'animation ensemble. Et l'idée, là, cette année, on va ajouter un petit quelque chose. C'est donc de faire en introduction que les agents de déchetterie imaginent quelle est la journée type d'un valoriste. Et pareil, les valoristes devront imaginer quelle est la journée type d'un agent de déchetterie. Et après, on confronte les deux visions. Et puis, nous, effectivement, on apporte des corrections. Voilà. Après, dans cette formation, on présente la convention. Qu'est-ce qui lie en fait l'association Le Pont et MBA. Donc on donne les grandes lignes, quels sont les engagements que l'on doit respecter, qu'eux doivent respecter aussi sur le terrain au quotidien. Voilà. Et puis on donne toujours aussi, pour nous c'est aussi le moyen de donner des informations sur les consignes de tri à l'heure actuelle sur le territoire. Et puis pour l'association Le Pont, c'est aussi le moyen de donner des infos sur leurs activités. Nous, de notre côté, de la collectivité, on voit que le côté ressourcerie et puis conserverie aussi EcoCook, mais on voit pas toutes les autres activités de l'association Le Pont, donc dans le domaine social, qui sont assez quand même conséquentes et qui ont une portée départementale. Donc ça, c'est bien aussi de donner un petit peu d'infos à nos agents sur toutes les activités de l'association. Combien de temps dure la formation ? Alors nous, on fait 2 demi-journées. Voilà. Okay. Parce qu'il faut qu'on puisse voir tous les valoristes, puis nous, tous nos agents. On peut pas fermer les déchetteries pour les avoir tous ensemble. Donc voilà, 2 demi-journées, c'est pas mal. Ouais. En quoi ces formations sont bénéfiques pour le fonctionnement du réseau ? Alors ça aide effectivement pour le quotidien. Là, la formation qu'on avait fait en 2022, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas été faite. Et effectivement, il y avait plein de choses à mettre à jour. Alors, surtout nous, au niveau de nos agents, parce que nos agents, ils vont pas changer beaucoup. Pour certains, ils sont là depuis un moment. Donc, ils ont besoin d'une mise à jour des informations. Après, les valoristes, ils sont sur des contrats courts parce que le but, c'est qu'ils aillent vers l'emploi. Donc, eux, forcément, de faire une formation tous les 2 ans, c'est bien. Mais d'autant plus, je pense qu'il y a encore plus d'intérêt pour nous, collectivité, de faire un rappel de comment fonctionne l'association, qui sont ces travailleurs, en fait, qui sont ces valoristes, voilà. Quelle est la place des ateliers de réparation et quel soutien apporte le Mâconnais-Beaujolais Agglomération ? Alors en fait, tout ce qui est réparation, c'est en dehors de ce réseau. Le réseau des ressourceries concerne vraiment que les ressourceries. Alors sur le CIRTOM de la vallée de la Grosne, ils ont aussi une association qui fait de la réparation, c'est les MacGyver. Mais du coup, c'est bien différencié du réseau des ressourceries. C'est pas porté par la structure de l'ESS, parce qu'en fait, la structure de l'ESS a pas suffisamment de moyens pour faire des ateliers de réparation. Au début de la création, donc pour le Repair Café de Val-de-Saône, la première année, quand ils sont lancés, ils n'avaient pas de lieu. Donc, ils ont été hébergés provisoirement par la ressourcerie à Mâcon. Donc, ils ont commencé à faire leurs ateliers de réparation là-bas. Maintenant, ils sont complètement indépendants. Donc, les sessions de réparation, ils en organisent 1 fois par mois. Ils ont un local qui est prêté, qui est mis à disposition par la ville de Mâcon, dans lequel ils peuvent faire leurs réparations. Et ils se déplacent aussi, ils font aussi des sessions dans les communes. Donc là, c'est pas 1 fois par mois, mais peut-être 1 fois tous les 2 mois. J'ai pas la fréquence en tête, mais ils se déplacent aussi pour faire des sessions de réparation dans les communes plus rurales de l'agglomération. Voilà. Et puis même aussi, ils vont dans l'Ain aussi, donc c'est plus large que l'agglomération.
Alors oui, nous on les soutient. Donc en fait, on les soutient, on est relais de toutes leurs actions de communication. Donc on les relaie sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. On les soutient financièrement. Donc à leur création, on leur a accordé une subvention pour développer tous leurs outils de communication. Là, ils nous ont sollicité à nouveau parce que l'année prochaine, ils organisent une rencontre interrégionale des Repair Café sur le territoire. Donc, ils nous ont fait une demande de subvention qui va être étudiée là prochainement par nos élus. Voilà, ils participent à l'opération Seconde Vie, alors quand ils sont disponibles. L'année dernière, c'était pas le cas. Voilà, donc ils tiennent un stand aussi et ils font des ateliers de réparation pendant ces 4 jours. Voilà, donc on est en lien avec eux. L'idée, c'est que nous, on arrive aussi, enfin, on mette en lumière leurs actions parce que c'est un acteur important du réemploi sur le territoire. Quels sont les défis du réseau des ressourceries Sud Bourgogne à l'heure actuelle? Je pense que on fait moins. Enfin, moi, dans l'historique que j'avais vu, il y avait effectivement des actions de sensibilisation qui étaient faites, qui étaient portées par les 4 collectivités. Ça a déjà eu lieu. Moi, depuis que je suis là, on n'a pas fait. Donc, c'est pas l'envie qui manque, mais voilà, ce que je disais, c'est le manque de temps. Donc, c'est peut-être ça. Après, ce qu'on partage lors de nos bilans là depuis 2 ans, c'est une difficulté pour les acteurs du réemploi d'avoir comment dire, il y a une baisse de la qualité au niveau des détournements d'objets. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux. Avec maintenant on voit que ça se développe partout. Les grandes enseignes font du réemploi. Voilà, on ramène son jean et on a un bon d'achat de 10 €. Du coup, on donne moins aux associations, ou en tout cas des choses de moins bonne qualité. Donc ça, c'est partagé vraiment par tous les acteurs. Ça se voit sur le territoire. Après, on n'a pas forcément de baisse de tonnage. Alors nous, on avait une baisse de tonnage l'année dernière, en 2022, le dernier bilan qu'on a. Mais là, en 2023, on a une forte augmentation. Oui, il y a une baisse entre ce qu'ils ont détourné, ce qu'ils ont réussi à revendre, ouais, effectivement. Ouais. Après, eux, de leur côté, ce qui va manquer, c'est des moyens humains au niveau des encadrants, quoi. Parce que pour développer des choses comme ça, il faut des encadrants techniques qualifiés et plus nombreux. Et voilà. Et là, les 2 structures qu'on a, ils le disent, hein, les encadrants techniques sont débordés, quoi. De quoi ont besoin les acteurs du réemploi en Bourgogne-Franche-Comté? Non, alors moi j'ai envie de dire le temps, mais voilà. Parce que c'est vrai que quand on se retrouve en cotec, souvent on a des idées, on se dit ah ouais, on pourrait faire ça, puis malheureusement c'est le manque de temps après de chacun. Hein. Moi je trouve déjà bien que ça existe depuis 10 ans et qu'on n'ait pas lâché. Voilà. Là, le bilan 2023, il tarde à venir, on l'a pas fait encore, mais c'est parce que le collègue qui est en charge de faire ça, en début d'année, il a pas eu le temps, donc là, on va le faire en fin d'année. Donc voilà, le facteur limitant, c'est vraiment le temps. Après, effectivement, si ce réseau, il est bien porté par chacun je pense que c'est important qu'il soit vraiment porté au sein de sa collectivité et qu'on en parle en fait, parce que du coup plus on va en parler, plus on aura du temps dégagé pour s'occuper de ce réseau et faire une place plus importante au réemploi. Quel soutien financier existe pour le réseau des ressourceries Sud Bourgogne et pour les initiatives de réemploi sur le territoire? Alors nous, au niveau de MBA, on soutient financièrement l'association Le Pont annuellement. Donc voilà, on a de toute façon, c'est inscrit dans la convention. Donc les moyens financiers, on les a pour les soutenir. Le Repair Café, on a passé une convention de partenariat pour tout ce qui était communication. Donc là, on les soutient aussi.
Après, quand s'ils mènent des actions ponctuelles, donc là, comme leur rencontre, ils nous ont fait une demande, donc là, nos élus vont se prononcer sur le soutien. Voilà. Après, effectivement, nous, on suit les initiatives qui se développent. On a un axe réemploi dans le PLPDMA, donc j'ai envie de dire que logiquement, les actions qui vont voir le jour, on les soutiendra. Alors, je peux pas m'engager, moi, en tant que technicienne, de quel montant sera alloué, mais en tout cas, il y a quand même une volonté de soutenir le réemploi. Donc, voilà. Après, c'est au moment de l'élaboration budgétaire qu'on peut décider de tout ça, quoi. Comment les éco-organismes soutiennent les initiatives du réemploi? Et après, au niveau du fonds réemploi et de ce qui se développe au niveau des éco-organismes, moi j'ai envie de dire que c'est un petit peu une nébuleuse pour moi. C'est pas très clair. Les liens avec les éco-organismes, il y en a des nouveaux, donc c'est pas évident aussi. C'est pas évident de notre côté, c'est pas évident du côté des associations. Je sais que là, l'association Le Pont, ils ont dû conventionner aussi avec des éco-organismes, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Enfin voilà, c'est compliqué pour eux de leur côté. Alors ils obtiennent des fonds aussi de l'éco-organisme et du coup ils obtiennent des soutiens de notre part, quoi, voilà. Alors moi, ce qui est clair pour moi, c'est le fonds de réemploi et le soutien qu'on a avec Écosystème. Là, au moins, c'est clair. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, on a fait le choix donc les soutiens financiers liés au réemploi qu'on perçoit de la part d'Écosystème. On les reverse intégralement à l'association Le Pont. Donc ça, c'est notre choix. Voilà, c'est nous qui avons décidé de faire ça. Et de leur côté, ils ont conventionné avec Écosystème et ils perçoivent aussi un soutien pour ce qui détourne. Voilà, donc ils sont gagnants, mais enfin tant mieux. Et puis on est là pour les soutenir de toute façon. Quels sont les besoins en matière de ressources humaines? Je pense qu'il y a, oui, il y a un besoin pour les acteurs du réemploi de pouvoir recruter plus d'encadrants pour justement développer après plus d'ateliers, quoi. L'atelier réparation, ils le développent pas parce que ils ont pas d'encadrant pour ça. Donc oui, pour moi, les acteurs du réemploi ont besoin de soutien financier, mais pour soutenir des postes, voilà. Et là, après, on sait qu'au niveau des subventions, etc., soutenir de la création de postes, c'est différent que soutenir du fonctionnement. Enfin, voilà, là, on est dans d'autres problématiques après, quoi. Quels sont les enjeux, les défis et les leviers pour le réseau des ressourceries Sud-Bourgogne? Pour moi, le plus gros enjeu avec le réemploi, c'est la réduction des déchets. Donc voilà, on a en tête l'objectif de réduction de moins 20% d'ici 2030, parce que le plan régional nous impose moins 20% et pas moins 15% comme au niveau national. Donc c'est pas mal comme enjeu. Donc nous, on a ça en tête. C'est pour ça que du coup, on a un axe dans notre futur PLPDMA qui est spécifique au réemploi. Après, voilà, on a déjà effectivement des choses qui sont mises en place sur le territoire. Donc notre envie, c'est de mettre plus en lumière justement toutes ces choses, toutes ces actions qui existent déjà pour faciliter l'usager, faciliter la démarche de l'usager à réparer ou donner plutôt que de jeter. Donc nous, ça, on va dire que peut-être notre levier d'action, ça va être plus la communication, travailler sur d'autres supports. Notre événement, l'opération Seconde Vie, il existe depuis 10 ans, mais peut-être qu'il manque de visibilité. Alors même s'il est bien fréquenté, hein, mais voilà, est-ce que c'est pas toujours le même public qu'on touche? Enfin voilà, on se pose ces questions-là. Donc comment amener
de nouvelles personnes à de nouvelles pratiques. Voilà, donc c'est l'accompagnement au changement. C'est le titre de notre cellule, ça tombe bien. Quelle est la stratégie de communication et quels sont les publics ciblés par ces initiatives? Ouais, le grand public. Ouais. Après, voilà, les scolaires, on les touche bien, hein, parce que de toute façon, dès qu'on envoie le programme, on a des réponses tout de suite. Pour les inscriptions aux ateliers, ça se remplit très très vite. Donc c'est plus comment toucher le grand public. Cette année, on essaye de, ce qu'on faisait pas avant, on va passer par des annonces radio. Alors on avait toujours des annonces radio avant, mais qui étaient pas payantes, donc c'était au choix de la radio. Cette année, on va axer un peu plus sur les annonces radio. Voilà, on essaye de changer, de diversifier nos moyens de communication. Quel est l'impact de ces initiatives? Les impacts, déjà, on va dire, on a des impacts quantitatifs. Basiquement, voilà, chaque année, dans notre rapport annuel, on peut effectivement spécifier, vu qu'on a un suivi, on a une traçabilité des tonnages détournés, donc ça c'est important. On voit que ça augmente, donc on voit qu'il y a une meilleure connaissance du public, de l'existence de l'association, voilà. Après, les impacts entre nos agents et les valoristes, suite à la formation il y a 2 ans, on peut dire que oui, ça a été positif dans le sens où il y a une meilleure connaissance des engagements des uns et des autres, et puis une meilleure connaissance de ce que c'est que l'insertion par l'activité économique, quoi. C'est voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un public en difficulté qui apprend un métier, et je pense que ça, nos agents, ils avaient besoin qu'on leur rappelle, ou en tout cas qu'on leur explique un peu mieux les objectifs de l'association Le Pont, et ça permet de désamorcer aussi des fois des conflits qui pourraient être naissants, quoi, enfin sur des quiproquos en fait. Et ce qui est important aussi, et là c'est mon collègue qui est responsable des déchetteries qui le fait très bien, voilà, il est en contact avec l'encadrant technique responsable des valoristes, et ils n'hésitent pas à communiquer ensemble, voilà, parce que ça peut vite se chipoter pour pas grand chose, quoi, et c'est dommage parce que l'intérêt, on a un intérêt à ce que l'association soit présente sur nos déchetteries, quoi. Logiquement, ça fait moins de travail pour nos agents si les objets sont détournés que jetés, mais voilà, après c'est l'humain, c'est une coopération qui s'installe, quoi, et il faut l'accompagner si on veut que ça fonctionne. Donc la formation est un bon moyen pour ça. Après, au niveau de notre événement annuel, l'impact, oui, on a toujours des retours positifs sur cet événement, c'est sûr. Que ce soit au niveau des ateliers qu'on fait ou même des visites, voilà, les gens qui viennent sont ravis, repartent vraiment avec plein d'idées, des contacts, les exposants qui viennent aussi, ça je l'ai pas dit, mais que ce soit les artisans ou les associations, voilà, ça leur permet de développer leur clientèle, de créer des liens entre eux parce qu'ils se connaissent pas aussi à la base, donc non, c'est vraiment, cet événement, il est vraiment important pour voilà, créer du lien entre personnes, on va dire du domaine du réemploi ou de la consommation responsable, et puis pour montrer au grand public qu'il y a d'autres façons de faire, quoi, et avec peu de moyens, parce qu'on allie toujours le côté économique. Enfin, là, on est dans l'économie, l'écologie et le social, donc c'est le développement durable, ce qu'on fait. Et voilà, on voit bien qu'avec, qu'il y a plein de trucs et astuces pour consommer différemment, à moindre coût, mais on va toujours de la qualité, quoi, aussi. Donc il y a un impact environnemental au final, voilà, qui est important, bien sûr, de communiquer sur voilà, toutes ces initiatives.
l'impact, pour moi, l'impact environnemental, on va pas le mesurer, c'est sûr, parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, on sait qu'à travers ces actions, on aura semé des graines, quoi. Voilà. Oui, On aura fait notre part. oui. Quelles sont les perspectives du réemploi dans un avenir proche? Il y a des initiatives, on sent qu'il y a des envies, on va dire, sur le territoire de fédérer un petit peu tout ce qui est réemploi. Il y a un cabinet d'architectes qui nous avait contacté, qui voulait développer une plateforme de réemploi des déchets du bâtiment. Ils sont en lien aussi avec le conseil régional. Donc voilà, c'est un projet, donc on suit un petit peu aussi ça pour voir si ça émerge. Et puis voilà, l'idée c'est que s'il y a quelque chose qui émerge, effectivement, nous on aurait intérêt, je pense, à prendre part dans ce projet. Après, il faut voir de quelle façon. Quelles sont les perspectives dans le cadre du PLP-DMA? L'idée vraiment, nous, c'est, en tout cas dans l'axe du PLP-DMA comme on l'a imaginé, c'est vraiment de mettre en lumière les acteurs ressources du territoire. Que nous, à notre échelle, on va dire juste au niveau de la collectivité, au niveau de mon service, on faisait des actions tout au long de l'année. Mais on va dire que à nous tout seuls, on va pas aller bien loin. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du lien avec les acteurs du territoire et de les mettre en lumière et voilà. Quels sont les projets à court terme? Alors, on va dire déjà très concrètement et dans les mois qui viennent. Donc, pour nous, au niveau du réemploi, c'est l'opération Seconde Vie, donc qui se déroule du 20 au 23 novembre, voilà, et qu'on est en train de préparer. Ensuite, c'est l'adoption du PLP-DMA, donc là, ça devrait être en début décembre 2024. Et puis après, donc notre PLDMA, il va durer jusqu'en 2028. Donc c'est d'ici 2028, de pouvoir soutenir d'autres initiatives naissantes autour du réemploi et effectivement, de peut-être développer ou modifier nos moyens de communication sur ce sujet-là. Si on rêve le réemploi, quel serait le scénario idéal en 2030? Si on se met à rêver, le monde idéal, c'est un monde où il n'y a pas de déchets, hein, je vais rien inventer, mais voilà, ce serait ça. Je sais pas, peut-être quelque chose qu'on a... Alors peut-être qu'on n'est pas prêt encore à développer ça, mais on ne sait jamais. Des initiatives qui sont portées sur d'autres collectivités. Je sais qu'il y a des zones de... Alors ça prend différents noms, mais sur les déchetteries, il y a des zones de gratuité ou des donneries. Voilà, donc l'usager dépose un objet qu'il voulait jeter et quelqu'un qui vient après peut le reprendre. Donc ça existe au sein de certaines déchetteries. Après, il y a des associations qui organisent des gratiférias. Là, c'est pareil, donc chacun donne ce qu'il veut et prend ce qu'il veut. C'est pas trop, à ma connaissance, c'est pas encore trop développé sur le territoire. Donc voilà, peut-être aller plus vers le don, quoi. Alors après, bien sûr, ça fait défaut aux structures de l'ESS. Donc l'idée, l'idée, ce serait que, ce qui serait idéal, c'est que chacun y trouve son compte, quoi. Voilà. Et puis pour moi, les acteurs de l'ESS ont d'autres rôles aussi à jouer et c'est important pour moi qu'ils puissent porter ce secteur du réemploi et qu'ils puissent en tirer une activité économique pour remettre des personnes dans le monde de l'emploi, quoi. Pour moi, je trouve que c'est une belle façon de remettre des personnes dans le monde du travail. Voilà. Et après, comment dire, le défaut ou la faille qu'on voit émerger là, et les acteurs de l'ESS on le voit aussi, c'est que malheureusement, alors j'espère que ça se développera pas trop, mais on est sur parfois
une surconsommation de la seconde main. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont acheter la seconde main parce que c'est pas cher, mais qui vont acheter en fait, et du coup qui vont tomber dans les mêmes travers que dans la fast fashion où on achète pas cher et on jette derrière. Je pense qu'il faut être vigilant sur consommer en seconde main, c'est bien, mais ne pas surconsommer en fait. Ouais, je pense que c'est ce qui est peut-être un petit peu compliqué, voilà.